Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le sommet sur la RDC au Togo. Désigné médiateur de l'Union africaine, le chef de l'État togolais a réuni plusieurs ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar. À précision à suivre. Le blocus djihadiste qui s'étend au centre-ouest du Mali, à Nioro, situé non loin de la frontière mauritanienne, ce qui plonge la population dans la détresse. Nous en parlerons avec notre correspondant régional. Et puis ce soir, on vous emmène sur les rivages du golfe de Guinée, là où la nuit devient poésie et la mer mémoire. Focus sur le photographe ivoirien Dadi, alias Nuit balnéaire, lauréat du prestigieux programme Latitude, un artiste à l'univers mystique et profond, exposé bientôt à New York. Il est notre invité. On ouvre ce journal par ce nouveau sommet sur la RDC qui s'ouvre ce samedi au Togo. Au menu des échanges, la crise sécuritaire dans l'est du pays, autour du chef de l'État togolais, médiateur de l'Union africaine. Dans cette crise, de nombreux ministres africains des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar sont attendus. Objectif, harmoniser et rendre cohérent toutes les médiations en cours. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoula. Les efforts menés par l'Afrique doivent désormais primer. C'est ce qu'a affirmé la Commission de l'Union africaine à l'issue d'une réunion préparatoire qui s'est tenue à Lomé. Alors l'objectif, selon la Commission, c'est de donner du sens aux principes des solutions africaines aux problèmes africains. Elle pointe la multitude de processus lancés pour tenter de ramener la paix dans la région des Grands Lacs. Des accords ont été signés à Washington et Doha, mais malgré cela, dit-elle, la violence persiste. Ces différentes initiatives aujourd'hui ont besoin de coordination, ont besoin de redéfinition des cartes pour éviter une forme d'enchevêtrement et pourquoi pas d'accompagnement, parce qu'on a des processus également qui ont été lancés au niveau de Washington-Doha, dont la mise en œuvre pêche par défaut, je dirais, d'acteurs au niveau régional. Et donc si Lomé et Luanda peuvent travailler en coordination pour permettre une mise en œuvre sur le terrain, ce serait un pas, parce qu'aujourd'hui, la multiplication des initiatives donne un sentiment presque de chaos ou presque de parallélisme sans raccordement. Ces dernières semaines, l'Angola a refait surface dans le jeu diplomatique après avoir été écarté des médiations. João Lourenço a reçu à 2 reprises le président Félix Tshisekedi. Selon plusieurs sources diplomatiques, le président angolais s'est aussi entretenu avec Joseph Kabila. João Lourenço a aussi reçu les représentants des confessions religieuses et il a envoyé une invitation à l'AFCM 23. Alors derrière ces rencontres, semblent se dessiner les contours d'un possible dialogue politique. Reste à savoir si cette nouvelle initiative convaincra Kinshasa, car jusqu'ici, le président Tshisekedi a toujours martelé que tout dialogue interne devrait se tenir suivant ces conditions. On passe au Mali où le blocus djihadiste imposé dans le sud s'étend à présent au centre-ouest du pays. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional dans la localité justement malienne de Nioro, située non loin de la frontière malienne. Plusieurs sources affirment que le blocus décrété par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda plonge les populations dans la détresse, alors que le gouvernement affirme que tout est sous contrôle. Quelles sont, Serge, vos dernières informations ? Le gouvernement affirme que c'est sous contrôle, c'est parce que 2 responsables gouvernementaux se sont rendus dans la localité, mais par avion. Donc, elles ont plutôt survolé, ces responsables gouvernementaux, ont survolé la réalité sur le terrain. Sur le terrain, ce sont les djihadistes qui contrôlent les différentes routes qui mènent à Nioro du Sahel et qui sortent de Nioro du Sahel, une localité, comme vous l'avez dit, située non loin de la frontière mauritanienne. C'est clair, aucun bus de transport ne rentre depuis un moment, aucun bus de transport ne sort. Et évidemment, les prix des denrées de première nécessité ont augmenté. Par exemple, le kilo de pommes de terre à Nioro aujourd'hui, je me suis renseigné par téléphone, de 750 francs CFA le kilo, nous sommes passés à plus de 1000 francs CFA le kilo. Ensuite, vous avez l'insécurité qui règne. Les écoles ont fermé ce lundi parce qu'il y avait risque d'attentat djihadiste.
un enseignant, par exemple, a été également enlevé. Il y a un couvre-feu dans la localité de 22h à 5h du matin imposé par le gouvernement. Ça n'arrange pas forcément les choses. La situation est vraiment insoutenable. Et pour terminer, il y a un blocus sur les aliments, mais blocus également sur le carburant. Donc on ne peut pas circuler dans la zone. Et ensuite, il faut le carburant pour alimenter la localité en électricité, ce qui fait qu'il y a quasiment pas d'électricité. Et ensuite, il faut l'électricité, le carburant pour faire marcher les pompes à eau. Et ça n'existe pas. Et donc, c'est plutôt très, très difficile, ce blocus économique décrété par les djihadistes dans la localité de Nioro. Serge, existe-t-il des négociations avec les djihadistes pour desserrer les taux? Alors officiellement, le général Assimi Goïta, qui est le numéro 1 du pays aujourd'hui, l'a dit encore à l'occasion de l'année neuve, lorsqu'on lui présentait les vœux, les corps constitués lui présentaient les vœux, il disait nous n'allons pas négocier avec les djihadistes. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que localement, il y a des dynamiques locales où les populations, les associations, face à la situation difficile qu'elles vivent, décident de négocier avec les djihadistes et d'appliquer les lois de ces djihadistes pour pouvoir vivre. Peut-être qu'à Nioro, il y a des initiatives de ce genre-là pour permettre aux populations quand même de vivre plus facilement, de vivre plus en harmonie, ce qui est difficile aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge Daniel, pour ce décryptage. Merci beaucoup. Direction à présent le large du Cap en Afrique du Sud où les marines chinoises, russes, iraniennes, émiraties et sud-africaines participaient cette semaine à des entraînements militaires. Ces manœuvres, les premières sous l'égide de l'organisation des BRICS élargie, envoient un message d'unité face à la puissance américaine, mais elles ont provoqué néanmoins beaucoup de polémiques. Notre correspondante Caroline Dumais nous en dit plus. Ce sont des manœuvres qui ont lieu tous les 2 ans et cette année, même si elles étaient dans les eaux territoriales sud-africaines, c'est la Chine qui les organisait. On avait donc les navires militaires chinois, sud-africains, russes et aussi des pays observateurs comme les Émirats arabes unis, l'Égypte ou l'Éthiopie. Mais c'est l'Iran qui a posé problème cette année vu la situation politique dans le pays. Beaucoup de pression diplomatique et Téhéran s'est finalement rangé au rang d'observateur dans ces manœuvres. Comme nous l'explique cet analyste de défense, le BRICS est perçu comme une alliance économique, pas militaire. D'ailleurs, l'Inde et le Brésil ne font pas partie de ces manœuvres militaires. La Chine est l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud. Donc cela fait sens de faire des exercices avec la Chine, un peu comme quand on coopère avec l'Allemagne ou les États-Unis. Mais maintenant, on a ces exercices entre pays des BRICS. Et cela est un peu surprenant, parce que les BRICS, c'est avant tout un regroupement économique, pas politique, et surtout pas une alliance militaire. Voir les pays des BRICS se métamorphoser en un groupe militaire, c'est un peu plus que ce que les fondateurs du BRICS envisageaient de faire. Si Pretoria a fait profil bas et que très peu d'informations ont filtré, c'est parce qu'on négociait au même moment les tarifs douaniers AGOA aux États-Unis. Les prochaines manœuvres auront lieu en 2028. Personne ne sait qui participera. Les tensions montent en Ouganda après le scrutin présidentiel. L'opposition dénonce l'arrestation de l'opposant Bobi Wine et la mort d'au moins 10 de ses partisans. Selon la commission électorale, le président sortant Yoweri Museveni arrive largement en tête avec plus de 75% des voix. L'armée et la police sont accusés d'exécution sommaire, ce que les forces de sécurité contestent. L'ONU et les ONG évoquent un climat de répression généralisé autour de ces élections. On passe à notre invité culture de ce vendredi soir, consacré à Nuit balnéaire. Un photographe et poète ivoirien installé à Grand-Bassam. À travers ses œuvres, il explore l'exil, la mémoire et l'héritage spirituel des peuples Akan et Ani. Son regard, nourri par la mer et la nuit, crée un monde où le visible et l'invisible dialogue. Lauréat des programmes Latitude portés par Hermès, il exposera sa série Eboro à New York en janvier, une œuvre puissante où la Côte d'Ivoire devient un espace de récit universel. Merci Nuit balnéaire et bienvenue dans votre JTA. Merci à vous. Alors pourquoi ce nom Nuit balnéaire? Tout le monde est très intrigué par ce pseudonyme. Que représente-t-il pour vous? Alors, Nuit balnéaire s'est révélé à moi dans un poème que j'ai écrit et cette formule s'est révélée comme une évidence vis-à-vis de toutes les émotions qui me traversaient,
Donc cette nostalgie active qu'on retrouve dans les territoires autour de la région du Golfe de Guinée, mais aussi ces couchers de soleil très particuliers qu'on retrouve dans nos régions, les influences musicales, les influences culturelles qui convergent dans ces espaces-là. Et c'est vraiment tout cela qui est porté dans cette énergie des nuits balnéaires. Dans votre travail, la mer est omniprésente. Quelle est cette énergie du Golfe de Guinée dont vous venez de parler d'ailleurs, qui irrigue toute votre œuvre? J'ai le sentiment en fait que cette mer-là porte une mémoire très forte. Elle a quelque chose à nous dire. Je pense qu'on parcourt donc la côte, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, ou qu'on se retrouve sur la côte au Bénin, par exemple, on peut ressentir une énergie assez particulière. Et c'est comme si l'océan, dans cette partie-là du monde, nous dit quelque chose. Et c'est vraiment cette mémoire-là que j'essaie de raconter à travers mon travail. Avec la série Eboro, dont j'ai justement ici le livre. Cette série, vous reliez l'exil de vos aïeuls à votre propre histoire. Comment la photographie devient-elle un outil de transmission mémorielle pour vous? Je me suis toujours intéressé, je dirais, aux corrélations entre les territoires et la mémoire. Et la photographie a été pour moi vraiment cet espace-là pour m'approprier des espaces et réimaginer donc finalement les histoires qui s'y sont produites et parfois finalement donner des trajectoires différentes à ces histoires-là. Et le programme Latitude de la Fondation d'entreprise Hermès, en partenariat avec l'International Center for Photography et la Fondation Rey Cartier-Bresson, a été une opportunité assez inédite pour moi pour explorer justement ma généalogie. Je suis allé au Sénégal où j'ai pu me pencher sur l'histoire d'une figure familiale assez importante et j'ai exploré donc à travers ce temps-là de résidence donc les corrélations qui existent entre nos trajectoires. Et vous parlez souvent d'un espace-temps parallèle entre le visible et l'invisible. Absolument. Qu'est-ce que vous cherchez à révéler, et c'est intéressant que ce soit votre médium, soit la photographie, entre ces deux mondes à travers la photo? J'essaie surtout, à travers mon cheminement et les œuvres que je produis, de nous emmener peut-être quelque part à collectivement, nous tourner et puiser au fond de nous, au fond de nos ascendances, pour trouver finalement les réponses aux enjeux de notre époque. Pour aussi quelque part guérir finalement de blessures transgénérationnelles qu'on traîne parfois dans notre époque contemporaine. Votre ascendance, deux ethnies, deux peuples, Nzima et Agni. Quelle place, aussi malinqué. Voilà, et aussi malinqué, parce que vous êtes allé au Sénégal. Quelle place tient la spiritualité dans votre démarche artistique? La spiritualité a toujours été au cœur de ma construction et de mon éducation même. J'ai grandi dans une famille de confession musulmane, mais avec aussi une grande branche chrétienne. Et donc la question de la religion et des religions a toujours été très importante. Et lorsqu'on évolue donc dans un espace où on est confronté à plusieurs modes de pensée sur ces différentes questions-là, ça nous pousse naturellement à questionner donc un certain au-delà et le sens du coup peut-être finalement des existences même. Et donc je m'intéresse énormément finalement à donc ces corrélations-là entre vie et mort et le sens de nos trajectoires finalement. Eh ben, j'invite tous nos spectateurs à découvrir vos œuvres. Nuit balnéaire, alors ceux qui ont la chance d'aller à New York, il sera exposé à New York, mais il sera au printemps à Paris, c'est ça? Exactement, la Fondation Rey Cartier-Bresson. Absolument. Merci beaucoup Nuit balnéaire d'être venu dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Ce soir, forcément, d'Abidjan à Lomé en passant par Nioro. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.